Are we? Je vais vous. Where are we going? We have a busy day ahead, so it is my pleasure to welcome you to this 28th edition of JSP. There are several faces I recognize, but for those who don't know me, my name is Julie Loslier and I have the honor of chairing the JSP Organizing Committee. Ça, on peut dire que ça prend tout son sens quand on pense à vos marques, on pense à se positionner, on pense à une ligne de départ et on peut dire que c'est une année qui s'annonce marquante pour la santé publique. On a un nouveau programme national de santé publique qui s'en vient, une nouvelle stratégie de prévention en santé. On espère que ça va être une phase de renouveau qui va nous pousser à aller plus loin, à faire mieux, à innover. Cela dit, on ne peut pas passer sous silence qu'on amorce quand même les prochains mois avec un certain vent de face. Il y a une part du réseau de santé publique, mais aussi de ses partenaires qui vit dans une certaine incertitude. Ça peut donner un sentiment de perte de repère. Je pense que plus que jamais, c'est une occasion pour nous de réaffirmer nos valeurs, de réaffirmer nos convictions et notre désir d'agir pour une santé publique qui est forte et qui est résiliente. Pendant les 3 prochains jours, on va réfléchir, on va échanger, on va débattre, mais surtout on va s'inspirer les uns des autres. Ça va aussi être un moment pour nous unir et nous soutenir dans la bienveillance. Avant d'aller plus loin et de se lancer dans ces 3 journées qui s'annoncent bien remplies, j'aimerais qu'on prenne un moment pour reconnaître le territoire sur lequel on va se réunir pour les 3 prochains jours et rendre hommage au peuple qui l'habitait bien avant nous et l'habite encore. Pour ceux qui sont en présence dans la salle, ici, on se trouve sur le territoire non cédé de la nation Anijaja Canada. Vous êtes aussi plusieurs en ligne à vous trouver sur les terres ancestrales des 11 nations autochtones du Canada. Les premiers peuples ont depuis des milliers d'années habité les terres où on se trouve aujourd'hui. Par cette reconnaissance, je nous invite à nourrir notre volonté d'apprendre ensemble, d'écouter avec humilité et de bâtir des ponts durables entre nos histoires et notre futur. Finalement, avant de passer la parole à Nicolas, je souhaite prendre un moment pour remercier chacune des personnes qui a permis d'organiser ces journées de santé publique. C'est une grosse organisation, je nommerai pas tout le monde, mais notamment les 7 partenaires du consortium qui, je crois, devaient à un moment donné être affichés sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, ça se trouve dans le programme. On a encore cette année des journées qui sont très riches et un beau panel d'activités en marge. D'ailleurs, 2 mots sur les activités en marge d'aujourd'hui. Ce 12 heures, il y a une conférence de l'IRSC à la salle Outremont. Un portera sur les 25 ans d'études sur la violence familiale envers les enfants. Et ce soir, c'est le 5 à 7 organisé par la ASPQ où il y aura des remises de prix hommage. C'était sur inscription, mais on m'a soufflé dans l'oreille qu'il restait de la place. Donc s'il y en a qui sont intéressés à se joindre au 5 à 7 de la ASPQ, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je céderai maintenant la parole à Nicolas Qui, le président du conseil scientifique. Bonjour à tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Nicolas Parenteau. Je suis médecin spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec et j'ai le privilège de présider le comité scientifique des journées annuelles de santé publique. Comme vous vous en doutez, ça a été une année avec des eaux mouvementées. Ça a été pas nécessairement facile, mais on a réussi à arriver à bon port. Là, avec un programme qui est riche de 18 activités thématiques. Ces 18 activités,
Là, sont chacune mises en place par 18 comités scientifiques qui ont travaillé toute l'année pour vous offrir une programmation de qualité. Puis, comme vous avez peut-être vu passer la semaine dernière, on a envoyé également un appel à propositions pour avoir des nouvelles activités, donc des nouvelles JASP pour l'année prochaine. Comme vous le savez, la qualité des JASP, ça dépend avant tout des propositions qui sont soumises. Donc, on vous invite vraiment à réfléchir, à travailler ensemble, à mettre des propositions. Ça va vraiment nous faire plaisir de les évaluer puis de vous offrir une programmation riche pour la prochaine année. Avant de débuter, 2 petits points. Tout d'abord, je vous invite, pendant les pauses, pendant le dîner, à aller visiter les communications affichées. Il y en a une quarantaine qui ont été mises, donc vraiment allez faire le tour. Puis vous pouvez discuter avec les personnes qui les ont soumises, puis l'autre, c'est plus pour ceux qui ont demandé des informations. N'oubliez pas d'aller signer, vous devez les avoir à la fin. Donc, sans plus tarder, nous avons la chance d'accueillir Professeur Barrington Lay pour une conférence intitulée Le bien-être subjectif comme guide pour les politiques publiques. Les objectifs de la présentation de la plénière. D'expliquer les possibles effets bénéfiques de la satisfaction de vie dans l'orientation des politiques, ainsi que comparer l'approche de la satisfaction de vie à d'autres mesures d'évaluation utilisées en santé publique. Christopher Barrington Lay est professeur à l'Université McGill, titulaire du département d'éthique, d'équité, d'éthique et de politique de l'École de l'environnement Biélé. Il est fondateur du Réseau canadien de connaissances sur le bien-être, directeur du World Wellbeing Panel et président du groupe de recherche sur l'économie du bonheur de l'Association canadienne d'économie. Ses recherches portent sur les évaluations empiriques et quantitatives de la satisfaction à l'égard de la vie humaine et sur leurs implications pour les politiques économiques, sociales et environnementales. Christopher Barrington Lay s'appuie sur des enquêtes, des expériences et des modèles économiques théoriques réalisés à l'échelle nationale, mais aussi internationale, pour comprendre le bonheur individuel et collectif et même mondial. Ces autres champs d'expertise comprennent de façon générale la transition vers le développement durable, notamment la transition énergétique en Chine et le rôle des réseaux de rues résidentielles dans la consolidation, les futurs résultats environnementaux et sociaux liés à la forme urbaine à l'échelle mondiale. Christopher Barrington Lay donne des cours sur l'économie du bien-être et de l'environnement. Il a suivi une formation en physique des plasmas, des couches supérieures, de l'atmosphère et de l'espace au Massachusetts Institute of Technology, à Stanford et à Berkeley, avant de se réorienter vers l'économie à l'University of British Columbia. Christopher Barrington Lay s'intéresse à la vision constructive et optimiste de l'avenir à moyen et long terme. Il pense qu'il est essentiel de tenir compte du bien-être subjectif global dans l'élaboration des politiques, synergiques et complètes, avec. Merci à vous tous. Merci. Le sushi est un je suis un. Être parmi vous. Sur les conseils d'une collègue, je vais m'exprimer en anglais, mais je suis ouvert aux questions dans les 2 langues. The take away from my. Je ne suis pas expert en santé publique et je souhaite partager le point de vue d'un économiste sur la manière dont une définition mesurable du bien-être peut nous être utile et sur la façon d'utiliser ces données pour orienter les politiques publiques. En fait, je suis devenu économiste parce que je pensais que nous ne pouvions pas résoudre les problèmes du monde sans avoir une meilleure idée de ce que signifie le succès. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui, d'une certaine manière, du sens de la vie. Veuillez prendre un instant pour réfléchir. Que souhaitez-vous pour vos proches ou vos enfants? Que demanderiez-vous à une personne qui vous est chère pour savoir si son souhait est en train d'être exaucé? Je voudrais donc vous parler d'une approche que les économistes utilisent depuis quelques décennies pour évaluer la qualité de vie en général. Et je tiens à expliquer pourquoi il est important de différencier ce type de mesures et de recherche de la santé.
Je souhaite vous expliquer comment la satisfaction de vie est actuellement utilisée dans les politiques publiques, vous exposer certaines limites et vous lancer un appel à l'action. L'avantage de ce dont je veux vous parler, c'est que sa définition est extrêmement claire et précise. Cette approche, parfois appelée économie du bonheur, consiste à quantifier la qualité de vie à l'aide des réponses à une simple question d'enquête qui ressemble à ceci. D'accord, là-haut, ça se passe à peu près comme ça. Compte tenu de tous les éléments, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction concernant votre vie actuelle? Sans entrer dans le détail des processus cognitifs que nous pensons que les gens doivent mettre en œuvre lorsqu'ils répondent à cette question, je vous invite à noter que cela est différent du fait d'interroger les gens sur leurs émotions. Par exemple, le bonheur, techniquement parlant. Il ne s'agit donc pas d'une question d'affect psychologique, qui est plutôt passager. Et surtout, il ne faut pas interroger les gens sur ce qu'ils considèrent comme important pour une vie réussie ou sur ce qui, selon eux, détermine leur situation actuelle, qu'ils la jugent bonne ou mauvaise. Au contraire, elle se concentre simplement sur chaque répondant, considéré comme l'expert mondial de ce que ressent sa propre vie, en tenant compte de tout, cognitivement et affectivement, comme il le souhaite. Les êtres humains ne sont pas les mieux placés pour savoir ce que l'on ressent en traversant des états et des expériences que l'on n'a pas vécues. Voilà la philosophie qui consiste à adopter une approche aussi subjective et extrêmement ouverte. Question. Laissez-moi clarifier un peu plus la terminologie. Le sujet de cette intervention est le bien-être subjectif, qui englobe en réalité une catégorie plus large de mesures différentes. Et j'ai déjà mentionné que nous pouvions, et que nous le faisons, interroger les gens sur leurs sentiments passagers à gauche. Mais ceux-là ne sont pas aussi intéressants. Et elles sont un peu moins liées aux circonstances durables de la vie. Une autre catégorie, parfois appelée eudémonie, renvoie aux sentiments de sens et de but dans la vie, et celle qui nous intéresse le plus est celle des évaluations cognitives. On pourrait maintenant demander à quelqu'un d'évaluer cognitivement un domaine précis de sa vie. Par exemple, vous pourriez demander à quelqu'un s'il est satisfait de son état de santé. Mais les économistes s'intéressent davantage à celle qui laisse absolument tout à la discrétion de chaque individu. Demandez simplement comment est la vie en général. Je pense parfois à la différence entre ceci et le. Les sensations affectives, c'est comme si vous sollicitiez uniquement votre système limbique ou si vous utilisiez votre cortex. Dans ce cas, ce que votre système limbique vous indique peut être utile comme preuve, mais ce n'est pas lui qui détermine la réponse. Il est important de noter que nous disposons désormais de réponses à cette question sur la satisfaction dans la vie, provenant de millions de personnes. La question a été traduite pour plus de 150 pays et posée chaque année. Plusieurs pays de l'OCDE disposent d'enquêtes longitudinales détaillées permettant de suivre la satisfaction individuelle dans la vie sur plusieurs années. Statistique Canada pose cette question aux Canadiens depuis 1985 et si vous visitez le site Web, vous trouverez des moyennes de satisfaction de vie à Nancy jusqu'au niveau communautaire. Voici le Québec. Voici Montréal. Je dois toutefois mentionner que la satisfaction à l'égard de la vie est en déclin assez sérieux et constant au Canada. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de détails à prendre en compte derrière les moyennes, mais cette tendance générale s'explique en partie par le fait que les jeunes Canadiens souffrent particulièrement. Il est intéressant de noter qu'au Québec, pays francophone, le déclin à cet égard n'est pas aussi marqué que chez les anglophones, ni que dans la plupart des autres pays anglophones actuellement. Mais pour une raison ou une autre, ce sujet ne fait pas la une des journaux tous les jours. Et je pense que ça devrait l'être, vous savez, notamment parce que les politiciens devraient y prêter attention pour leur propre intérêt. Nous savons que la satisfaction dans la vie permet de prédire si un gouvernement sera destitué lors des prochaines élections, et ce, mieux que les variations de revenus. Autrement dit, la croissance, le chômage et l'inflation combinés.
Sans vouloir faire un exposé exhaustif sur ce que nous savons jusqu'à présent de ces tendances, je souhaite vous donner un résumé plus général de tout ce qui a été appris au cours des 50 années de recherche dans ce domaine, et d'une certaine manière, c'est relativement facile, car le résumé est que, peut-être à la surprise de personne, sauf des économistes, nous sommes des êtres très sociaux. Pour vous donner quelques exemples, éprouver un sentiment de dignité est au moins aussi important que de consommer suffisamment de calories. Pouvoir faire confiance à ses collègues est plus important que de doubler son salaire. Pouvoir aider les autres et être utile aux autres ne sont pas des coûts, mais semblent être des besoins fondamentaux de satisfaction. Certes, certains aspects de cette information concernant notre nature sociale ne sont pas nouveaux pour les spécialistes des déterminants sociaux de la santé, mais la mesure subjective du bien-être révèle où les interventions sanitaires présentent un avantage comparatif par rapport à d'autres leviers et nous donne un moyen d'évaluer différents types d'interventions et différents résultats intermédiaires en fonction de leur impact sur la qualité de vie globale. Et il s'avère que de nombreux résultats en matière de santé, tout comme d'autres résultats matériels, finissent probablement par être importants en grande partie dans la mesure où ils affectent notre capacité à nouer des liens avec les autres. Autrement dit, pour préserver notre identité sociale, notre capacité à contribuer et nos relations sociales. Voici un exemple d'étude qui explique la satisfaction en utilisant des variantes de certains déterminants. Les barres indiquent dans quelle mesure les différences entre les individus sont imputables à divers facteurs. On constate donc que le diagnostic de problèmes de santé physique est beaucoup moins important que celui de maladie mentale. L'argent est important, mais avoir une relation étroite ou un travail épanouissant est encore plus important que l'argent. L'idée de pouvoir fonder des preuves et une politique étrangère sur ce type de connaissances nécessite une vaste base de données d'inférence causale. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler. On pourrait l'appeler une base de données de coefficients de bonheur. Pour vous donner une idée plus précise, voici quelques exemples de ce à quoi ressemblent ces chiffres. Doubler le revenu d'un ménage n'a qu'un effet attendu de 0,16 sur l'échelle de satisfaction de vie de 0 à 10. C'est similaire, mais inverse à l'avantage de passer de ne jamais fumer à fumer quotidiennement. Mais ces différences sont minimes comparées à la différence de satisfaction de vie attendue entre une personne qui a un partenaire et une personne qui s'est récemment séparée de son partenaire. C'est également peu de choses comparé au sentiment d'insécurité ou de ne pas être vu au travail. J'aime parfois résumer toutes nos connaissances dans ce domaine en disant que les humains veulent se sentir en sécurité, se sentir aimés et se sentir utiles. Maintenant, pour les épidémiologistes présents dans la salle, vous vous interrogez sans doute sur la causalité. Il y a quelque chose de certain concernant la satisfaction dans la vie qui y contribue. Tout ce à quoi vous pouvez penser a une incidence, et par conséquent, la cause et la relation causale sont naturellement complexes. Cependant, il existe aujourd'hui un nombre croissant de preuves expérimentales dans plusieurs domaines concernant les déterminants de la satisfaction. La satisfaction dans la vie n'est qu'une question parmi d'autres dans un sondage. En réalité, il n'est pas difficile de l'ajouter comme critère d'évaluation dans les études. Alors, comment ce type de connaissances devrait-il être utilisé dans l'élaboration des politiques? Comme vous pouvez le déduire de ce que je viens de vous montrer, un système complet d'analyse coût-avantage basé sur la satisfaction de vie, en tant que mesure du résultat, serait capable d'évaluer un large éventail d'impacts politiques différents dans une monnaie commune. Cela permettrait aux décideurs d'évaluer les contributions politiques au-delà des cloisonnements traditionnels tels que la santé, l'éducation, les services urbains et cette approche constitue désormais une directive officielle du Royaume-Uni à destination du Trésor britannique. Leur livre vert comprend un supplément expliquant comment intégrer le bien-être dans l'analyse coût-avantage, ainsi que des exposés universitaires détaillés sur la manière de procéder, basés sur le concept d'année de bien-être ou d'année de bien-être selon Welby. Welby représente un échelon sur cette échelle de 0 à 10 pour une année ou une personne. Repensez donc à la première question que je vous ai posée. Vous connaissez maintenant une réponse possible à la question de savoir comment opérationnaliser un concept vraiment large de qualité. Vie. Quel est le lien avec la santé publique?
L'argument principal en faveur de la santé publique est que la satisfaction de vie constitue un critère commun permettant à la santé publique de démontrer sa valeur, au même titre que d'autres domaines politiques. Permettez-moi de vous donner un exemple de pondération des impacts dans différents domaines. En 2020, Mark Carney a cité cet article dans le premier chapitre de son livre intitulé Value Building a Better World for All, des valeurs pour construire un monde meilleur pour tous. Nous aimerions le lui rappeler de temps en temps. Cet article utilise donc des données sur la satisfaction de vie pour calculer les coûts et les avantages de toutes les conséquences mesurables de la levée du confinement pendant le confinement lié à la COVID-19 au Royaume-Uni. Cela inclut donc les impacts sur les revenus, le chômage, la santé mentale, et l'on constate que l'on s'attend à davantage de décès suite à la levée du confinement lié à la COVID, mais aussi à cause de facteurs comme la circulation. Avec le retour des gens dans les rues et la hausse prévue de la pollution, le bien-être s'en trouvera affecté. Si l'on quantifie ces effets en termes de bien-être et que l'on additionne les différents effets au fil du temps, on constate que certains auteurs suggéraient que le 1er juin serait la date idéale pour la sortie. Lever le confinement, c'est-à-dire lorsque la balance penche en faveur. Au nombre positif à le bas. Donc ceci. Ces chiffres sont exprimés en unités de 10 000 années de bien-être ou de bien-être. Et là encore, vous pouvez constater comment le fait de disposer d'une monnaie commune de bien-être quantifiable permet une prise de décision dans tous les domaines politiques traditionnels et met les impacts sur la santé en perspective avec d'autres impacts sur la qualité de vie. Une autre perspective sur la portée du bien-être par rapport à celle de la santé. Réfléchissez-y. Dans une étude dans laquelle nous projetons l'importance probable des politiques pour le bien-être mondial d'ici 2050. Probablement, devrais-je dire, pour des changements au niveau de la satisfaction moyenne mondiale dans la vie. Plus précisément, nous constatons que les hausses ou les baisses de revenus et de santé ont peu de chances d'avoir un impact aussi important que les hausses et les baisses de certaines circonstances sociales, notamment la confiance dans les institutions, les relations sociales et le sentiment de liberté de décision. Pour être tout à fait clair sur cette hiérarchie conceptuelle dans l'approche de la satisfaction de vie, le bien-être ne fait pas partie d'un concept unifié incluant la santé, et il ne fait pas partie de la santé mentale. Santé intérieure. En réalité, la satisfaction dans la vie reflète l'influence de toutes les circonstances objectives de la vie, un domaine dont santé. L'un des atouts de l'approche par la satisfaction de vie réside donc dans sa clarté quant à la différence entre objectif et déterminant. Permettez-moi de vous donner un exemple assez concret de ce que je veux dire. Là. Parfois, lorsque nous utilisons des concepts tels que les déterminants sociaux de la santé ou à la lumière de définitions générales de la santé, comme celle du HOS, Healthcare, nous pouvons perdre de vue le résultat visé et la nature des données empiriques. Je pense que la satisfaction dans la vie peut aider à organiser ces données. Par exemple, de nombreux déterminants sociaux de la santé affectent le bien-être par d'autres voies et, dans une perspective de santé publique, la morbidité peut être considérée comme un facteur favorisant la santé, notamment en ce qui concerne le logement, le revenu et l'emploi. Ces éléments influent également sur la satisfaction dans la vie par des voies qui n'ont en réalité rien à voir avec ce que la plupart des gens considèrent comme la santé. Pour bien faire comprendre ce que j'ai dit, c'est profondément significatif à mes yeux. L'action vitale se déroule dans le cerveau, selon l'approche du bien-être axée sur la satisfaction de vie. Les choses n'ont d'importance, en fin de compte, que par la façon dont elles sont vécues. Bien sûr, nous perdrions alors confiance en cela. Nous avons constaté que les gens s'adaptaient excessivement à leur état objectif. Je suppose, mais nous savons que non. Ou plutôt, nous savons exactement à quoi ils s'adaptent et à quoi ils ne s'adaptent pas. Et de combien? Si l'on souhaite privilégier une politique ciblant les déterminants sociaux de la santé parce qu'ils améliorent les résultats sanitaires, on risque de passer à côté de certains des arguments et des preuves les plus convaincants en faveur de ces mêmes politiques, car elles sont bénéfiques aux individus par d'autres moyens que la simple prévention des maladies.
Pour illustrer comment l'approche du bien-être influence les politiques publiques, prenons l'exemple du langage que nous utilisons actuellement autour de la santé mentale, tant en anglais qu'en français, il s'agit d'un euphémisme pour désigner exactement le contraire. Il s'avère que bon nombre des prescriptions non pharmaceutiques pour les troubles anxieux et dépressifs sur lesquels je me concentre ici, et je pense notamment aux traitements de type prescription sociale, sont également bénéfiques pour améliorer la satisfaction de vie de chacun. Cela signifie donc que si vous promouvez ces mesures dans une optique de santé publique, vous aidez à la fois les personnes en bonne santé et les malades. Le temps, selon les mêmes approches de conseil. Cela signifie également que vous prévenez les maladies futures car, bien sûr, vous améliorez la santé mentale des gens de manière positive. Ils sont moins susceptibles de tomber malades, ce qui contribue naturellement à déstigmatiser les maladies mentales, car nous sommes tous dans le même bateau, essayant d'améliorer notre qualité de vie, et ainsi vous pouvez éviter. Pas complètement, car bien sûr, il est toujours important d'établir des diagnostics et de recourir à des interventions médicales, mais de manière significative, et pour beaucoup de choses qui devraient être faites pour améliorer la santé mentale des gens, il faut éliminer le fait d'avoir une catégorie de personnes qui sont nommées et considérées comme problématiques par le biais d'un diagnostic. Un autre avantage de l'approche par la satisfaction de vie est que l'analyse statistique expliquant ce que signifie une vie réussie prend naturellement en compte, ou admet, des explications qui ne relèvent pas du niveau individuel. En d'autres termes, les causes sociales et collectives de la santé mentale, ainsi que les causes individuelles, font partie des circonstances explicatives permettant de comprendre ces causes. Cela signifie donc que nous ne traitons pas uniquement les individus qui considèrent la santé mentale comme un problème individuel. Enfin, cette approche, comme je l'ai déjà suggéré, accorde implicitement, je suppose, une place adéquate à la santé mentale par rapport à la santé physique dans notre allocation globale des ressources. Il suffit de le dire plus explicitement. Nous devrions accorder plus d'importance aux investissements dans la santé mentale qu'à la santé physique, contrairement à ce que nous faisons actuellement, du point de vue de la maximisation de la satisfaction de vie. Permettez-moi maintenant de vous dire très brièvement que les gouvernements adoptent déjà cette approche axée sur la satisfaction de la vie comme étant la voie de l'avenir. Je vous ai présenté précédemment le cadre politique global de l'OCDE et du Canada, appelé cadre de la qualité de la vie, qui constitue le système d'indicateurs de progrès. Il comporte donc, je ne peux pas le désigner précisément, mais il possède 5 domaines colorés d'indicateurs qui soutiennent l'idée de qualité de vie. Mais au centre, si vous voulez, au-dessus d'eux, se trouve cet élément global, la satisfaction de vivre, la satisfaction dans la vie et aussi le sentiment de sens et de but dans le cas de Statistique Canada. Autour de ce système se dessinent deux grandes perspectives, l'une concerne l'équité et l'inclusion, l'autre la durabilité et la résilience. Je reviendrai sur ces idées, mais il est à noter qu'elles ne sont pas incluses dans les indicateurs. Ils ne constituent donc pas des indicateurs de qualité pour ce genre de choses, dans le cadre de la définition de la qualité de vie. Ce sont plutôt des outils que nous avons utilisés sur l'ensemble des indicateurs pour 5 domaines. Il en va de même pour la durabilité et la résilience, qui sont considérés comme un prisme à travers lequel on observe l'évolution de la situation. Si vous consultez le Centre de données de Statistique Canada, vous verrez le cadre de qualité de vie et tous ses indicateurs. Mais dans les 5 domaines, ainsi que la possibilité de suivre la satisfaction de vie. L'une des caractéristiques de ce cadre est que les détails de ce qui est mesuré dans ces 5 domaines sont qualifiés de « permanents » par Statistique Canada.
En d'autres termes, il sera toujours soumis à de nouvelles preuves concernant ce qui est important pour l'indicateur global. La composition de ce qui entre dans ces 5 domaines est-elle soumise à des preuves empiriques sur quoi? Ce qui contribue à la satisfaction dans la vie. Pour résumer mon intervention, je vais vous présenter 3 rôles clés pour une vie épanouie. Le numéro 1 est en quelque sorte symbolique. En plaçant quelque chose au-dessus d'un indicateur. C'est tellement simple et intuitif, et c'est une mesure unique toujours facile à comprendre mathématiquement. Nous communiquons l'essentiel, l'intention générale du système d'indicateurs, sans exiger que les gens examinent les détails. C'est donc une façon de dire, écoutez, si vous ne voulez pas lire le détail de nos indicateurs et de nos objectifs, vous pouvez au moins savoir que le but de notre gouvernement, comme de toute politique, est d'améliorer la vie des gens. En d'autres termes, le gouvernement est responsable devant le peuple. Et surtout, trouver un moyen de formuler les politiques de manière positive. Vous savez, dans la même tradition, dans le même esprit que celui que j'ai évoqué pour la santé mentale et que nous ont apporté des mouvements comme la psychologie positive et, de nos jours, l'éducation positive, il y a beaucoup de valeur à avoir un cadre positif. Le deuxième rôle, il s'agit de donner une justification empirique à un tableau de bord d'indicateurs plus large. Vous venez donc de voir un exemple de ce que fait le Canada. Et idéalement, ces indicateurs sont largement, voire totalement, objectifs. L'analyse statistique nous permet ensuite de tirer des conclusions sur l'importance relative des différentes mesures secondaires pour déterminer la satisfaction globale dans la vie, tant au niveau individuel qu'au fil du temps. Cela permet de savoir quels indicateurs doivent être inclus et lesquels doivent être exclus de la mesure. Tableau de bord. Cela rend ces tableaux de bord de mesure relativement apolitiques et leur assure donc, espérons-le, une meilleure longévité. Cela définit très clairement ce qu'est un objectif et ce qu'est un moyen d'atteindre cet objectif. Et le troisième rôle consiste à aller plus loin et à apprendre à quantifier les résultats secondaires. Mettre en place un système d'analyse coavantage capable, en fin de compte, de prioriser les interventions et de vous indiquer les moyens les plus rentables d'allouer vos prochains millions et milliards de dollars à l'allocation de vos ressources. Du point de vue de l'amélioration des conditions de vie, voici donc un exemple. Je vous ai parlé de ça, il s'agit du calcul coût-bénéfice du bien-être. L'un des inconvénients d'une définition claire et précise des preuves empiriques est que l'approche par la satisfaction de vie ne peut pas tout faire. À mon avis, la science du bien-être se termine donc par une distribution. Autrement dit, pour évaluer l'état d'une population, nous ne pouvons pas, en principe, le faire par une moyenne, nous sommes limités à une distribution des réponses entre 0 et 10. Si nous évaluons l'efficacité probable d'une politique, nous devons nous concentrer sur la répartition des changements en matière de satisfaction de vie et non sur un chiffre unique. Rien ne nous indique que les politiques publiques devraient cibler la moyenne, ni comment agréger les données à l'échelle de la population. Et notez que l'approche Welby dont je vous ai déjà parlé fait exactement cela. Il faut faire une moyenne. Et bien sûr, ce faisant, elle tend à favoriser ceux qui souffrent par rapport à ceux qui se portent bien, tout simplement en se basant sur C'est peut-être logique, mais sur la base de données empiriques montrant que les solutions les plus faciles à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie concernent généralement ceux qui ne prospèrent pas déjà, l'essentiel est que nous avons encore besoin d'un discours et d'un débat politique pour savoir quoi penser et quoi faire concernant la forme de cette distribution. Deuxièmement, et c'est un sujet beaucoup plus long, il existe une catégorie de problèmes que j'appelle durabilité, qui fait référence aux systèmes complexes, aux horizons à long terme et ou à une forte incertitude. Et je soutiens que nous ne pouvons pas les traiter selon le même paradigme coût-bénéfice que les autres types d'investissements.
En réalité, l'intuition derrière tout cela est simplement que si vous essayez d'élaborer des politiques, si vous essayez de prendre des décisions en utilisant un système d'analyse coût-avantage, et que vous y incluez ce type de système complexe, alors toutes vos décisions seront complètement submergées par l'incertitude qui découle de ces éléments. Et c'est ainsi. Il n'est tout simplement pas pratique, d'un point de vue pratique, de faire des calculs basés sur le bien-être, en réfléchissant à des questions complexes d'incertitude à long terme. Selon moi, ces éléments devraient être considérés comme des contraintes plutôt que comme un objectif dans l'élaboration des politiques. Ensemble, c'est un sujet plus long. Il est intéressant de constater que l'on utilise souvent le langage du bien-être pour désigner les valeurs d'équité et de durabilité environnementale, le tout regroupé en un seul concept. Voilà précisément ce que je viens de dire, et je ne pense pas que l'approche de la satisfaction de vie puisse prendre en compte ces éléments. C'est vrai ici. C'est vrai ici. C'est également vrai dans de nombreux endroits, y compris dans le récent plan de prévention du Québec. Il peut s'agir d'entreprises importantes, comme celle-ci. Par exemple, l'économie du bien-être permet d'instaurer la justice sociale sur une planète saine. Ce sont certes des initiatives importantes, mais elles ne se limitent pas à une approche de l'action politique fondée sur des données probantes. Cette approche nous guide sur ce qui compte, de manière impartiale et avec une humilité scientifique. Je terminerai en évoquant la manière dont je pense que nous pouvons collaborer pour mettre ces connaissances à profit. Nous avons tous constaté comment la santé publique a mis en avant le bien-être comme bien plus que la simple absence de maladie. Il s'agit plutôt d'un état de bien-être physique, mental et social complet, par exemple. Et si le bien-être subjectif nous donnait la boussole pour orienter toutes les politiques, et pas seulement les politiques de santé, vers des vies auxquelles les gens accordent de la valeur, et ce d'une manière empiriquement responsable de l'expérience réelle des personnes qui vivent ces vies, et si notre objectif n'était pas seulement d'avoir des populations en meilleure santé, mais des populations épanouies, mesurées en fin de compte par ce qui se passe dans le cerveau des gens? Dans son rapport final de cette année, la médecin hygiéniste en chef, la Dr Teresa Tam, a appelé à accorder une attention particulière au bien-être en tant qu'objectif fédérateur pour une action collaborative, et elle a déclaré que, s'il était correctement appliqué, cela pourrait contribuer à orienter la budgétisation et la prise de décision fondée sur des données probantes. Toutefois, le corps de ce rapport fait souvent référence à la santé et au bien-être conjointement. Cela brouille la distinction entre l'expertise et les interventions fondées sur des données probantes concernant la maladie et ses conséquences sur la santé, par opposition à un objectif plus large et à un ensemble de preuves différents sur ce qui constitue une vie réussie, d'après ceux qui en font l'expérience. Voici donc le mien. Premier appel à l'action. Il faut être attentif aux définitions et réfléchir attentivement à l'utilisation que l'on fait de certaines d'entre elles, certaines de ces étiquettes. Cela ne veut absolument rien dire sans définition mesurable. Ils servent à tout ce que les gens veulent. Et parfois, il ne s'agit que de marketing ou de rhétorique visant à soutenir un agenda préexistant. Certaines d'entre elles sont tout à fait explicites en matière de marketing. Mais ce mot, bien-être, est devenu à la mode et vague. La satisfaction dans la vie n'est pas la seule approche du bien-être, mais elle permet de bien distinguer un concept plus large d'objectifs plus restreints, comme la santé. Deuxièmement, je vous demande d'adopter la science empirique du bien-être comme guide global des politiques publiques. La santé publique a un rôle essentiel à jouer pour soutenir et promouvoir des initiatives comme le cadre fédéral sur la qualité de la vie. Pour prendre de l'ampleur, elle a besoin du soutien de communautés clés et d'organismes d'expertise comme celui de la santé publique. Une approche axée sur la satisfaction de la vie privilégie judicieusement la prévention par rapport aux traitements ultérieurs. La communauté de la santé publique possède déjà de nombreuses connaissances en matière de mise en œuvre. Par exemple, en matière d'intervention communautaire et d'action en amont, il convient de compléter les résultats, les mesures et la motivation en aval fournis par un cadre fondé sur des données probantes concernant le bien-être.
Pour conclure, je crois que cette idée est très puissante et qu'en travaillant ensemble, les différents secteurs politiques peuvent construire un nouveau discours, un nouveau récit porteur d'énormes possibilités de véritable progrès. Merci beaucoup. SUV. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour Barrington Lay venir au micro. Et on pourra les prendre les animates pour SAT. Je peux peut-être briser la glace, mais allez-y. Non, non, allez-y, allez-y. Stéphane Roche. Je suis directeur de l'Institut en environnement développement social. Université Laval, j'ai une question qui pousse une curiosité. J'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à tout ce que vous nous avez dit. Il y a une série québécoise qui s'appelle Le Bonheur intérieur brut. Si vous avez vu ça, vous la connaissez ou pas? Et si oui, vous en pensez quoi? Parce que c'est une série qui est quand même basée sur une espèce d'indice qui a été pensé il y a quelques années, autour de 11 caractéristiques. Est-ce que c'est basé sur? Non, 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 c'est théoriquement. Thanks. Are there any other questions? We have someone who was working at the microphone, so just name them and then. Hello, my name is Marie Pierre. I was actually wondering, what's your take on the impact that have like? Know that most people today are exposed to quite an embellished version of life, and we signed the first graphic that showed that people are, well, there's the vision of our satisfaction is declining. Mais je pense que lorsque nous sommes exposés à une vision différente de la vie, à des gens qui vivent une vie magnifique à l'extérieur, pensez-vous que cela ait un impact sur notre propre perception de la nôtre vie? Merci pour vos questions. Beaucoup de gens posent cette question comme si c'était possible, mais les preuves ne le sont pas. Comme pour toute preuve, ce n'est ni simple ni unanime, je dirais. Mais je dirais que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes qui se passent actuellement, vous savez, peut-être même à l'échelle mondiale. Et donc, si nous devions lire chaque jour dans les gros titres que nous devrions envisager des mesures assez sérieuses dès maintenant, alors que, face aux nouvelles technologies, il est difficile d'être sur des mesures à prendre pour éviter les dommages imprévus. Mais je pense que si nous prenions par mesure de précaution, nous pourrions au moins ralentir le cours des choses. Pour une réponse plus directe, il faut savoir que chaque année paraît le rapport mondial sur le bonheur, le 20 mars, et que ce mois-ci, le rapport est entièrement consacré à la question des jeunes et des médias sociaux. C'est aussi, vous savez, j'ai mentionné qu'il se passe quelque chose de différent. C'est donc l'une des principales théories. Les jeunes traversent des moments difficiles dans le monde entier, et plus particulièrement dans certains pays. Il est intéressant de noter, et comme je l'ai mentionné, les jeunes du Québec s'en sortent un peu mieux que ceux du reste du Canada, et c'est principalement grâce aux jeunes Québécois francophones. Comment cela est-il possible? Il est possible que certains des effets néfastes des médias sociaux soient les plus marqués sur les médias sociaux dominés par les anglo-saxons, et je ne sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, cette question mérite une attention beaucoup plus grande. Je pense que c'est urgent. Comme vous le savez peut-être, il y a eu un certain nombre d'essais contrôlés randomisés. Je veux dire, des études vraiment intéressantes sur ce qui se passe lorsqu'on supprime les réseaux sociaux ou les téléphones portables. Personne. Et il semble que beaucoup de jeunes veuillent avoir accès aux réseaux sociaux comme tout le monde, mais préféreraient être comme Nadia, ce qui est bon signe et indique qu'il s'agit d'un problème d'action collective ayant un impact négatif net. J'ai plaidé. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses que nous pourrions faire.
Vous savez, sans risque de dommages imprévus, ce qui ne supprimerait ni le système ni le choix. Mais il faut surtout supprimer le modèle publicitaire qui autorise désormais la publicité à se fonder sur la connaissance d'un individu. Je ne pense pas que les humains soient suffisamment forts pour se défendre contre cela. Si l'on autorisait la publicité à ne tenir compte que du contexte immédiat dans lequel quelqu'un navigue, par exemple dans un journal, on place une publicité à côté d'un article choisi par l'utilisateur, mais on n'autorise pas le ciblage en fonction des informations passées sur un individu, cela ne changerait pas le système, mais cela en atténuerait certains effets, tout en éliminant les possibilités les plus dystopiques de manipulation des individus par les systèmes d'IA actuels. Merci beaucoup. C'était très intéressant. You addressed distribution and sustainability, having population-based expertise in public health. For me, it's still difficult to see the usefulness of an indicator that cannot be cross-referenced with these two elements, which are really very important for improving the health of the entire population. Then I think that if we don't take it into account in our way of considering the indicators, we really risk increasing the effects. We've seen it in the past. So, I wanted to hear your thoughts on how we handle this information so as not to create negative effects, to increase. To not the who body in French. To avoid contradictory effects, for example, increasing problems related to distribution, and then increasing problems related to sustainability. If we focus only on indicators of life satisfaction. The ASE question. J'ai encore beaucoup à dire sur la manière d'envisager le développement durable, donc. Mais vous avez posé des questions sur les deux limitations. Pour commencer par quelque chose de concret, permettez-moi de faire référence au cadre de qualité de vie que j'ai mentionné, qui aborde, vous savez, met en évidence ces deux points comme des considérations primordiales, mais ne les réduit pas à une partie d'un système d'indicateurs ou à une partie d'un seul indice scalaire, par exemple. Cela signifie donc que si vous examinez, par exemple, le revenu des ménages est l'un des indicateurs relevant de l'un des 5 domaines. Mais l'analyse de la lentille nous amène à dire, eh bien, nous devrions désagréger cet indicateur. La moyenne ne nous intéresse pas. Tous ces indicateurs devraient être désagrégés autant que les données le permettent. Et Statistique Canada fait actuellement un excellent travail pour rendre disponibles autant que possible ces indicateurs du cadre complet de la qualité de vie au niveau communautaire. Donc, désolé, pas seulement au niveau communautaire, mais en étant capable de désagréger selon les tranches démographiques habituelles que nous utilisons généralement lorsque nous pensons à l'équité. Donc, en un sens, la réponse est cela. Vous savez, comme je l'ai mentionné, la vie ne nous impose aucune restriction et ne nous dit pas ce que nous devons faire. Cela laisse aux décideurs politiques le soin de gérer la question de la répartition globale des ressources. J'imagine que cette vision omet un élément essentiel. Les inégalités ont des répercussions futures sur le bien-être, par exemple à cause d'investissements insuffisants dans le capital humain ou parce que les gens n'apprécient tout simplement pas de vivre dans une société inégalitaire. Ce sont là des questions empiriques, dans la mesure où elles sont vraies, mais elles le sont dans une certaine mesure. Et bien sûr, tout cela est inclus dans le cadre. C'est dans cette mesure que le choix d'une mesure d'inégalité ou d'une distribution a un impact avéré sur la satisfaction dans la vie. Ça y est. Ce qui n'y figure pas, je pense, répond en fait à la plupart de vos questions. Droite. Donc l'idée de faire du mal en ne le faisant pas.
Inclure une mesure simplifiée de la distribution ou une mesure de l'inégalité, je ne pense pas que ce soit un problème, car si vous nuisez à la satisfaction de vie, cela devrait faire partie de vos calculs, cela devrait faire partie de vos connaissances sur les retours sur investissement de tous ces résultats objectifs et intermédiaires qui, en fin de compte, affectent le bien-être. D'accord. Je crois donc avoir autant que possible tourné autour du pot concernant cette question. Quant à mon approche du développement durable, je ne suis absolument pas partisane de penser au bien-être humain comme si le bien-être des autres espèces n'avait aucune importance, ou comme si le bien-être de ceux qui sont encore des humains à la naissance n'avait aucune importance. Je ne pense pas que les données sur la satisfaction dans la vie soient vraiment utiles pour autre chose que de réfléchir à l'échelle temporelle, vous savez, générationnelle. Je réfléchis à investir dans un ou deux parcours de vie. Il nous faut donc autre chose pour gérer cela. Et pour moi, cela ressemble au principe de précaution. Ainsi, pour les éléments que nous ne pouvons pas intégrer dans un cadre d'optimisation basé sur l'approche de la satisfaction de vie, nous devons adopter une approche prudente qui stipule, par exemple, que les systèmes complexes ne doivent pas évoluer trop rapidement car nous n'en connaissons pas l'impact. En fait, je pense que cet esprit se retrouve en quelque sorte dans ce que l'on observe souvent dans les conceptions autochtones du bien-être, à savoir que nous sommes liés à ces autres choses ou que toutes choses sont liées. Et pour moi, cela signifie que nous ne savons pas ce qui se passera si ces choses changent rapidement. Si nous constatons un bouleversement rapide de l'équilibre de notre écosystème mondial, nous ne serons pas en mesure de réaliser une analyse coût-avantage de tout ce qui va se passer au cours des 100 prochaines années. Mais on pourrait dire que ce n'est pas sûr. Et donc, cela s'inscrit dans une politique de contrainte plutôt que d'optimisation. Je ne suis pas sûr à 100% que ces réponses vous satisferont, mais je serais ravi d'en discuter davantage. Si vous souhaitez discuter, sûr. Je vous laisserai un jour. National Institute of Public Health of Quebec and proud of it. At the beginning of your presentation, you presented a map showing the variation across countries. I would like to tell you what I have noticed very briefly. It is very high in the highlands and also in South America. In some countries, the pays que est ont pour la réalité. To inspire us. Which of these countries do you think they are? Actually, it's different. But clearly, they have something more than we do. Ah. There is something. L'anomalie américaine, c'est que lorsque nous prévoyons la satisfaction de vie dans le monde, un certain nombre de pays d'Amérique latine sont un peu plus heureux que ce que nous prévoyons sur la base des données observables que nous connaissons. Alors je vais te donner une réponse peu assurée, et puis quelque chose qui semble technique et mais. La réponse n'est pas vérifiée empiriquement, ce que je justifie en disant que nous n'avons pas mesuré tout ce que nous devons mesurer. L'une des implications politiques du suivi de la satisfaction dans la vie est que nous prenons conscience que des choses que les agences statistiques nationales n'ont pas beaucoup mesurées peuvent être très importantes. C'est pourquoi nous mesurons maintenant la confiance, l'identité sociale, le sentiment d'appartenance, etc. Ce sont des choses qui, initialement, sont mesurées de manière subjective. Et vous savez, nous pouvons converger. Nous nous sommes orientés vers des mesures objectives. Je ne pense pas que nous ayons une mesure, au niveau national, de l'importance de la musique et de la danse dans la vie, mais ces éléments pourraient bien être fondamentaux. Voilà donc en quelque sorte l'hypothèse, certes peu étayée, de ce qui se passe en Amérique latine. L'autre chose, c'est qu'il y en a. Une partie de mes travaux récents porte donc principalement sur les problèmes de mesure liés à la satisfaction dans la vie, en comparant les cultures. Voilà donc un point sur lequel nous nous sommes rassurés il y a longtemps, vers 2010.
Et puisque, lorsqu'on traduit ce langage en termes de satisfaction de vie ou d'évaluation de la vie dans toutes les langues nécessaires à travers le monde, on peut imaginer que les gens ont des conceptions différentes de ce qu'est une vie réussie. Vous pourriez imaginer que la traduction est difficile. Vous pouvez l'imaginer. Les cultures individualistes présentent des schémas de réaction très différents. Ou encore les relations aux circonstances en tant que culture collectiviste. Mais ce que nous avons constaté, c'est que, en fait, le modèle, les estimations, vous savez, lorsque nous modélisons ce qui détermine la satisfaction de vie, sont en réalité assez uniformes partout dans le monde. Et cela n'a de sens que lorsqu'on réalise à quel point nous sommes des êtres sociaux. Il s'avère donc qu'à travers le monde, la manière dont nous interagissons avec les autres est un facteur déterminant. Je pense que nous sommes actuellement dans une phase d'analyse des détails. Un pas de plus de prudence, et c'est ainsi que, dans certains pays d'Amérique latine, beaucoup de gens attribuent des notes de 10 sur cette échelle. Et il y en a donc. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela. Mais c'est un élément dont nous pouvons tenir compte, au moins en partie, dans notre analyse. Donc, selon moi, ce genre de détail de mesure ne remet pas en cause la conclusion sur ce qui contribue à une vie réussie, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Mais elles impliquent une légère augmentation supplémentaire des intervalles de confiance lorsque nous effectuons des comparaisons entre pays. Merci pour cette excellente question. Merci beaucoup. Question. Also at the National Institute of Public Health, where I hope to be for a long time. So thank you. That was very stimulating. Je me demandais ce que vous ressentiez, en fait. Selon vous, parmi les institutions typiques qui existent dans la plupart des juridictions, lesquelles sont les mieux placées pour mener les efforts visant à promouvoir le bien-être subjectif? Comme je le disais, vous savez, une mesure de référence pour la prise de décision et l'élaboration de politiques. Et sinon, la santé publique. Pensez-vous que la santé publique devrait recentrer ses efforts, peut-être autour d'une définition moins large de la santé et du bien-être, ou quelque chose d'un peu différent qui n'entraînerait pas de confusion potentielle entre santé et bien-être subjectif? Mais maintenant vous me demandez de me prononcer sur une chose que je n'ai pas faite. Je préfère laisser le soin à la communauté de la santé publique d'y réfléchir. La meilleure partie de votre question est peut-être plus facile pour moi. Absolument. Chaque niveau. L'ONU est donc en train de réviser ses directives sur les indicateurs statistiques nationaux de progrès, et, selon les dernières informations internes, celles-ci incluront très probablement le bien-être subjectif. Les communautés et organisations de Quinty, à tous les niveaux, sont également l'endroit idéal. En fait, d'une certaine manière, c'est là que tout a commencé. Il a été plus facile pour les personnes qui connaissent bien la littérature sur la satisfaction de vivre de mettre en œuvre des changements à leur niveau local, au bureau ou dans leur communauté locale, de manière ascendante. Il était assez évident ce qu'il fallait faire à ce niveau avant même d'avoir la confiance de la communauté de recherche pour commencer à y réfléchir. Nous sommes prêts à commencer à conseiller les gouvernements centraux sur la budgétisation à grande échelle. Je ne pense donc pas qu'il existe un niveau, en ce sens, où cela ne soit pas pertinent. Quant au rôle de la santé publique, eh bien, je veux dire, je joue carte sur table. Je pense que les deux options que vous proposez sont les bonnes. Soit il faudrait une réorientation sérieuse du langage et la conception et le fondement empirique de l'utilisation du bien-être en santé publique, et notamment la nécessité d'intégrer le bien-être dans toutes les politiques plutôt que la santé dans toutes les politiques, ce qui est le cas pour les observateurs extérieurs comme moi, ont toujours été un peu déroutants. Il ne semble pas que nous contribuions à créer une population en bonne santé, ni que ce soit le but de mon gouvernement ou le sens de la vie. Voilà donc une option. Et l'autre, c'est de
Il faudrait au moins restreindre légèrement le champ d'application ou le langage qui entoure toute l'expertise en santé publique, afin que les personnes extérieures au domaine de la santé puissent mieux comprendre quelles en sont les limites. Merci. Merci pour. So that's it for me.